Bienvenue dans notre 3e épisode de la série L'humain architecte de son propre destin. Jusqu'ici, nous avons exploré les arbres décisionnels, ces structures logiques qui découpent les possibilités en tranches bien nettes. Puis nous avons plongé dans l'univers des régressions linéaires et logistiques qui tracent des lignes et des courbes pour anticiper nos comportements. Mais aujourd'hui, changement de décor. Nous quittons les routes bien balisées pour découvrir des modèles alternatifs, parfois discrets, mais souvent redoutablement efficaces. On va parler de ceux qui classent par proximité comme les cas plus proches voisins, de ceux qui tranchent l'espace avec précision comme les machines à vecteurs de support, et de ceux qui, sans même comprendre les relations entre les variables, font confiance aux probabilités conditionnelles comme les très surprenants naive Bayes. Des modèles simples? Peut-être, mais dans le bon contexte, ils sont capables de rivaliser avec les plus complexes. Non, pas encore des maths. J'ai déjà l'impression d'avoir subi un doctorat express avec les arbres et les régressions. Oh, allons Gontran. Tu veux une IA qui marche toute seule sans rien comprendre? C'est un peu comme vouloir cuisiner sans jamais apprendre les recettes. Tu risques de finir avec un plat explosif. Boum. Ouais, la dernière fois que j'ai cuisiné, le micro-ondes a pris feu. Donc ton argument ne marche pas. Et si on essayait de comprendre cette fois, histoire d'éviter une catastrophe algorithmique? Bon, d'accord, mais à une condition. Laisse-moi deviner que ça soit simple et que ça ne te donne pas mal à la tête. Ah, je suis trop forte. Ça tombe bien, on va utiliser des exemples concrets avec des petits bouts de code. Ah, enfin, un truc qui s'exécute et que je peux voir en action. Tu vas voir, même tes neurones vont s'exécuter aujourd'hui. Dans cet épisode, on va explorer d'autres approches que les régressions et les arbres décisionnels. Pour résoudre des problèmes d'IA, on va voir Conyers-Nedbohr, les KNN, un modèle basé sur la proximité qui classe les points en regardant leurs voisins. Support Vector Machine, donc les machines à vecteurs de support SVM, une méthode qui trouve l'hyperplan optimal pour séparer les données. Naive Bayes, une approche probabiliste qui fait des superpositions d'indépendance entre les variables. Et nous verrons aussi K-means, un algorithme non supervisé qui regroupe les données en K-clusters. On va aller sous le capot de chaque modèle. Mathématiques de base, mais pas trop effrayantes, promis Gontran. Exemples concrets pour voir leur comportement sur de vrais datasets. Un peu de code Python pour les faire fonctionner. Bon Gontran, es-tu prêt pour une plongée dans les méandres du machine learning? Je suis surtout prêt pour une plongée dans mon canapé avec un chocolat chaud. Mauvaise réponse. Direction l'univers des K-nearest-neighbors. Bienvenue à KNN, qui sont tes voisins. Aujourd'hui, Gontran va apprendre comment son sort dépend entièrement de ceux qui l'entourent. Attends, mon sort dépend des autres, je préfère me débrouiller seul. Pas possible, Gontran. Avec KNN, si tes voisins sont des geeks, tu es un geek. Si tes voisins sont des footballeurs, tu es un footballeur. Et si je suis entre un geek et un footballeur? Eh bien, ça dépend de K, le nombre de voisins qu'on prend en compte. Le KNN est un algorithme d'apprentissage supervisé qui classe un point en fonction des K voisins les plus proches. L'idée clé ici, c'est « dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es ». Imagine un graphe 2D où les points rouges sont des pommes et les points bleus sont des bananes. Un point inconnu est ajouté. On regarde ses K voisins les plus proches. Si la majorité sont des pommes, il est classé comme une pomme. Si la majorité sont des bananes, il est classé comme une banane. Mais comment mesure-t-on la proximité? Nous avons tout d'abord la distance euclidienne, la plus courante. C'est la distance classique entre deux points dans un espace multidimensionnel. Donc, D de A et B est égal à la racine carrée de la somme de A indice I moins B indice I au carré. Si on a deux points, A de 2 et 3, B de 5 et 7, la distance est D de A et B est égal à la racine carrée de 5 moins 2 au carré plus 7 moins 3 au carré est égal à la racine carrée de 9 plus 16 est égal à la racine carrée de 25 est égal à 5. Donc, il y a aussi d'autres distances possibles. Il y a la distance de Manhattan. D de A et B est égal à la somme de la valeur partie entière de A indice I moins B indice I, utile pour les données en grille. Et il y a aussi la distance de Minkowski, une généralisation qui permet de régler la sensibilité à l'échelle des données. En gros, Gontran, plus tu es proche de tes voisins, plus tu leur ressembles. Ouais, sauf que mes voisins écoutent du métal à fond toute la nuit. Dans ce cas, KNN dira que toi aussi, tu es un métalleux. Maintenant, passons à une petite implémentation en Python d'un exemple pratique.
L'objectif de ce petit programme sera de classifier des fruits en fonction de leur poids et de leur taille. Donc, importation de la bibliothèque NumPy, importation de Matplotlib PyPlot. Ensuite, de la bibliothèque sklearn Model Selection, on va importer TrainTestSplit. De la bibliothèque sklearn Nadeboard, on va importer KNadeboard Classifier. Ensuite, on va se générer un petit dataset simple, donc X est égal à NP-Array 157, 168, 179, 190, 125, 136, 147. Qui sont les poids et les tailles. Donc, 150 de poids, 7 de taille, 160 de poids, 8 de taille. Ensuite, nous avons Y est égal à NP-Array de pomme, 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 banane, banane, banane. Et ce seront les étiquettes. Donc, vous comprenez ici que 150 et 7, c'est le poids et la taille d'une pomme. 160 et 8, c'est le poids et la taille d'une pomme aussi. 179, c'est le poids et la taille d'une pomme. 190, c'est le poids et la taille d'une pomme. 125, c'est des bananes. 136 bananes. 147, une banane. Nous allons maintenant séparer nos données. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest est égal à TrainTestSplit. On lui donne le dataset, les labels. On va lui dire que la taille des tests est de 20%. Et ensuite, on va mettre le random state à 42. On va se créer un petit modèle KNN avec K est égal à 3. Donc, KNN est égal à KNadeboard Classifier, NNadeboard est égal à 3. KNN.fit, Xtrain, Ytrain. Donc là, on entraîne notre modèle. Ensuite, on va faire une prédiction sur un fruit inconnu. Donc, 160 grammes, 8 cm. Nouveau fruit, NP-Array, 168. Prédiction, KNN predict, nouveau fruit. Le fruit de 160 grammes et 8 cm est classé comme et on donne notre prédiction. On va afficher aussi un petit graphique avec les points. Donc, plot.scatter, X0, X1, C, R si le label est égal à pomme, sinon B pour les labels dans Y. Label donnée existante. Plot.scatter 168, G, marqueur X, S200, label, nouveau fruit inconnu. Plot X label, poids en grammes, plot Y label, taille en centimètres, plot legend, pour construire la légende, plot show. Donc, on a créé un petit dataset avec des poids et des tailles de fruits, pommes et bananes. On entraîne un KNN avec K est égal à 3. On prédit la classe d'un fruit inconnu, 160 grammes, 8 cm, et on affiche le graphique pour voir la classification. Attends. Donc si je mets K1, mon fruit copie son voisin le plus proche? Exactement. Mais si K est trop grand, on peut avoir des erreurs. Comment choisir le bon nombre de voisins? Un K trop petit, sensible au bruit, classifie parfois mal. Un K trop grand, perd en précision, devient trop généraliste. La méthode courante est d'essayer plusieurs valeurs de K et de choisir celui qui minimise l'erreur. Donc, exemple de petit code Python, on va importer de la bibliothèque sklearn Model Selection crossValScore. On va s'ajouter un kvalues est égal à range 1 à 11. On va faire que le score est égal à crossValScore, KNadeboard Classifier, Nadeboard K, Xtrain, Ytrain, avec un CV à 5, min, pour tous les cas dans kvalues. Et on va se faire un best K est égal à kvalues np argmax scores, qui va nous donner le score maximal. Le meilleur K trouvé est, et là on met notre variable best K. Donc, les KNN classifient en regardant ses voisins. Il utilise une mesure de distance pour évaluer la proximité. Le choix de K est crucial pour éviter les erreurs. Facile à comprendre, mais peut devenir lent avec beaucoup de données. Bon, Gontran, maintenant que tu as compris KNN, tu es prêt pour quelque chose de plus puissant? Attends, il y a plus puissant? Bienvenue sur SVM Fight Club. Aujourd'hui, deux équipes s'affrontent et notre arbitre, Kaya, va devoir les séparer. Mon combattant va perdre si l'autre s'approche trop. Il faut une barrière entre eux. Ne t'inquiète pas, je vais placer l'hyperplan optimal pour les séparer avec la plus grande marge possible. L'hyper quoi? Un SVM, Gontran. Imagine que tu dois tracer la ligne parfaite pour bien séparer les rouges et les bleus sur un graphe.
Il faut maximiser l'espace entre eux. Si un combattant essaie de traverser, il sera classé de l'autre côté. Maintenant, voyons comment fonctionne ce fameux hyperplan. Donc, le concept des Support Vector Machines, SVM, est un algorithme de classification qui trouve l'hyperplan optimal séparant deux classes. Il maximise la marge entre les points les plus proches de chaque classe appelée vecteur support. Imagine un graphe avec des points rouges et des points bleus. On cherche la ligne qui sépare le mieux ces classes tout en gardant le plus d'espace possible entre elles. Et si les données ne sont pas linéairement séparables, on utilise des trucs mathématiques puissants comme le kernel trick pour projeter les données dans un espace supérieur où elles deviennent séparables. Donc, pour les mathématiques derrière SVM, nous avons la fonction de décision. Un SVM sépare les données à l'aide d'une fonction linéaire. F de x est égal à W multiplié par x plus b. On veut trouver un hyperplan. W multiplié par x plus b est égal à 0, qui sépare les classes. L'objectif est de maximiser la marge, soit la distance entre l'hyperplan et les points les plus proches. Donc, on cherche à minimiser une demi de la norme de W au carré sous la contrainte de Y indice I de W multiplié par X indice I plus B plus grand ou égal à 1. Si les classes ne sont pas séparables, on introduit un terme de tolérance soft margin, la somme de Xi indice I. Ouh là, c'est un peu trop d'équations pour mon cerveau. Pas de panique, regarde comment ça marche avec un exemple en Python. Implémentons un petit exemple pratique en Python. Donc, l'objectif ici sera de classifier des cercles et des croix avec un SVM. On importe la bibliothèque NumPy, on importe matplotlib.pyplot, on importe de la bibliothèque sklearn.svm svc et on importe de la bibliothèque sklearn.dataset make classification. On va se générer un petit dataset linéairement séparable, donc x, y est égal à make classification, nsample est égal à 100, nfeature est égal à 2, nclass est égal à 2, ncluster per classe est égal à 1, donc le nombre de clusters par classe, et le random state toujours à 42. Ensuite, on va se créer un modèle, donc svm modèle est égal à svc kernel linéaire, donc linéaire, avec un C de 1.0. SVM modèle.fit X le dataset et Y les labels. On va afficher la frontière de décision. Donc XX et YY sont égales à np.meshgrid, np linspace, x0 minimum moins 1, x0 maximum plus 1, 100. nb linspace, x de 1 minimum moins 1, x1 maximum plus 1, 100. Donc z est égal à svm model.decision function et on lui passe xx ravel, yy ravel, z est égal à z.reshape pour que ce soit dans le bon format. Et on affiche le graphique, donc plot.scatter, x0, x1, cy, CMap Cool Warm, Edge Color K, plot.contour, xxyy, z, level, -101, line styles, dashed, solid, dashed, color K, plot x label feature 1, plot y label feature 2, plot title, classification avec un SVM linéaire. Plot.show. On génère un dataset linéairement séparable, on entraîne un SVM avec un noyau linéaire et on affiche la frontière de décision avec les marges. Si nos données ne peuvent pas être séparées avec une ligne droite, on utilise un kernel trick qui transforme les données en plus haute dimension. Donc les types de noyaux courants, linéaires, comme on a utilisé, parfait si les données sont séparables, polynomial, utile si les relations sont plus complexes, et RBF qui est les Radial Basis Function qui transforme les données dans un espace infini, très efficace. Donc on va essayer. Exemple d'un SVM avec un kernel RBF. Donc on crée un SVM RBF avec un kernel RBF, un C à 1 et un gamma à 0.5. Ensuite, on entraîne le SVM RBF en lui passant le dataset et les labels. On affiche la frontière de décision et on crée le graphique plot title classification avec un SVM à noyau RBF. Plot.show.
Et si les frontières sont courbes, le kernel RBF crée une transformation implicite des données. Bon, Gontran, maintenant que tu sais séparer des groupes avec un hyperplan, es-tu prêt à parler de probabilité et de Bayes? Oh non, encore des maths. Bien, Gontran, nous devons résoudre une enquête. Un message a été reçu, mais nous devons deviner s'il s'agit d'un spam ou non. Je suppose qu'on regarde s'il y a des mots suspects. Félicitations, Gontran, tu viens d'inventer Naive Bayes. Attends, c'est vraiment un modèle d'IA? Oui, il analyse les probabilités d'un événement en fonction des caractéristiques connues. Ici, on va voir comment il classe des emails en spam ou non spam. Naive Bayes est un algorithme de classification basé sur le théorème de Bayes ou le théorème de Bayes, peu importe comment vous le prononcez. Il suppose que les caractéristiques sont indépendantes, donc une hypothèse naïve, très utilisée en traitement du langage naturel, NLP, pour classer des emails, des sentiments, etc. Donc, un exemple simple. On veut classer un email en spam ou non spam. On analyse la fréquence des mots-clés, gratuit, offre, promotion, etc. Plus ces mots sont fréquents dans les spams, plus l'email a de chances d'être un spam. Donc, le théorème de Bayes se lit comme suit. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A divisée par la probabilité de B. Ou la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité qu'un email soit un spam sachant qu'il contient un mot donné. La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité que ce mot apparaisse dans un spam. La probabilité de A est la probabilité qu'un email soit un spam par défaut et la probabilité de B est la probabilité globale d'apparition de ce mot. Mais comment faire si on veut traiter plusieurs mots? Avec l'hypothèse d'indépendance. La probabilité que le email soit un spam, sachant ces mots, est égale à la probabilité que le mot 1 soit dans un spam, multiplié par la probabilité que le mot 2 soit dans un spam, ainsi de suite, jusqu'à la probabilité du mot N soit dans un spam, multiplié par la probabilité que ce soit un spam. Donc maintenant, implémentons ça en Python. L'objectif, comme je l'ai dit, est de classifier des emails en spam ou non spam. Donc on importe la bibliothèque NumPy, de la bibliothèque sklearn feature extraction texte, on importe count vectorizer, de la bibliothèque sklearn naive Bayes, on importe multinomial NB et on va s'écrire des exemples d'emails simplifiés. Donc email, offre spéciale sur les crédits, répondez vite, un spam. Rendez-vous demain pour le projet, qui sera un non-spam. Gagnez un iPhone gratuitement, qui est un spam. La réunion commence à 10h, non-spam. Achetez maintenant et bénéficiez d'une réduction qui sera un spam. Donc les labels spam, non-spam, spam, non-spam, spam. Transformation des emails en matrice de mots. Donc vectorizer est égal à count vectorizer. Donc x est égal à vectorizer.fitTransform email. Donc là, il a transformé tous les emails en vecteurs. Création et entraînement du modèle Naive Bayes. NBModel est égal à multinomial NB pour Naive Bayes. NBModel.fit, on lui passe les emails vectorisés et on lui passe les labels. Test d'un nouvel email. Donc, new email est égal à offre incroyable sur les crédits. Xnew est égal à vectorizer.transform new email. Donc, on transforme le nouveau email en vecteur. Prédiction est égal à nbmodel.predict et on lui passe le nouveau email. On imprime, donc l'email est classé comme spam si la prédiction est égale à 1, sinon non spam. Donc, on a transformé l'email en vecteur de mots, on a entraîné un Naive Bayes multinomial et on teste un nouvel email qui sera classé soit en spam, soit en non spam. Donc, si mon email contient offre spéciale, c'est automatiquement un spam. Pas forcément, mais si ces mots apparaissent souvent dans les spams, alors oui. D'ailleurs, essaye d'envoyer un email avec « Gagne un iPhone » et regarde où il finit. Bon, je vais éviter alors. Donc, il y a aussi différents types de Naive Bayes. Il y a le multinomial Naive Bayes qu'on vient d'utiliser pour le texte et les fréquences de mots. Il y a le Gaussian Naive Bayes pour les données continues, exemple les reconnaissances faciales. Il y a le Bernoulli Naive Bayes pour les données binaires, exemple email spam ou non. Donc, on aurait pu utiliser ça aussi.
Aujourd'hui, nous avons un défi. Trier tous les ingrédients de ce restaurant en 4 catégories distinctes. Pourquoi faire? Moi, je mets tout dans mon assiette. Catastrophe. Pour optimiser la gestion du restaurant, il faut regrouper les aliments intelligemment. Par exemple, on pourrait classer les légumes ensemble, les viandes ensemble et les desserts ensemble. Ouais. Et comment vous faites ça sans me demander mon avis? Facile. On utilise K-means, un algorithme qui regroupe les éléments en fonction de leur ressemblance. Voyons comment cet algorithme regroupe automatiquement des données sans connaître les catégories à l'avance. K-means est un algorithme non supervisé, utilisé pour regrouper des points de données en K-groupes distincts, appelés clusters. Aucune étiquette n'est fournie. L'algorithme trouve seul les regroupements naturels. Imaginez que l'on doit regrouper des objets par ressemblance en minimisant la distance entre eux. Donc, J est égal à la somme pour I allant de 1 à K de la somme pour chaque X appartenant au cluster C, indice I, de la somme de X moins mu, indice I au carré. Où K est égal au nombre de clusters, X est égal au point de données, C indice I est égal à l'ensemble des points du cluster I et mu indice I est égal au centre du cluster C indice I. Le principe est que chaque point est assigné au cluster dont le centre est le plus proche et ces centres sont mis à jour à chaque itération. Comment fonctionne K-means? Algorithme en 5 étapes. L'initialisation. Choisir K points aléatoires comme centres initiaux des clusters. Ensuite, assignation des points au cluster. Chaque point est affecté au cluster dont le centre est le plus proche. Ensuite, mise à jour des centres des clusters. Pour chaque cluster, recalculer le centre moyen des points assignés. Et ensuite, il y a la vérification de convergence. Répéter l'assignation et la mise à jour des centres jusqu'à ce que les clusters ne changent plus. Et la fin de l'algorithme, on obtient K-cluster optimisé. Si on choisit mal les centres initiaux, le résultat peut être mauvais. Solution, K-means++ améliore le choix des centres de départ. On en parlera probablement dans un autre épisode. On va faire une petite implémentation de K-means en Python pour regrouper des points en 3 clusters. Donc, on importe de sklearn.cluster K-means, on importe numpy, on importe matplotlib.pyplot. On génère des données aléatoires, donc np.randomseed42, x est égal à np.random, rand 100,2 multiplié par 100, donc ça génère 100 points dans un espace 2D. Vous remarquerez ici qu'il n'y a pas de Y, donc il n'y a pas de label. Donc, on crée notre modèle K-means avec 3 clusters. K-means est égal à K-means, n cluster est égal à 3, init K-means++, random state 0. K-means.fitX. Récupération des labels et des centres. Donc, labels est égal à K-means.labels. Center est égal à K-means.clusterCenter. Donc, on affiche le graphique. Plot.scatter x0, x1, c'est label, c'est map coolworm, marqueur O, label points. Plot scatter, center 0, center 1, S est égal à 200, marqueur X, couleur black, label centre, donc X label, X1, Y label, X2, title, clustering avec K-means, et on compile la légende et on affiche donc le centre des clusters et on lui passe center. On peut utiliser K-means pour réduire le nombre de couleurs dans une image. Chaque pixel est assigné à un cluster de couleurs pour simplifier l'image. Un petit exemple de compression d'image, par exemple, avec K-means. De skimage, on importe IO. De sklearn.cluster, on importe K-means. On charge une image. On transforme l'image en pixels, en tableau 2D. On applique K-means pour réduire le nombre de couleurs. Donc, K-means est égal à K-means sur un nombre de clusters de 16, random state 42, et on lui donne les pixels. Donc, on se crée une variable compressed pixels dans laquelle on affecte K-means.clusterCenter, K-means.labels. On remet en forme et affiche l'image compressée. Donc, compressed image est égal à compressedpixel.reshape image.shape. Plot.imshow pour afficher l'image, compressed image as type uint8. Plot axis off, plot show. Donc en gros, ce truc range tout seul, sans demander l'avis de personne.
Exactement. Comme quand tu entres dans une salle pleine de monde et que tu cherches instinctivement les gens qui te ressemblent. Sauf que moi, je cherche juste la sortie. Dans le prochain épisode, nous verrons le duel entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. Quand faut-il guider l'intelligence artificielle et quand doit-elle explorer par elle-même? La réponse est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option Toutes pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Bonne journée. L'intelligence artificielle calcule, l'intelligence artificielle prédit. Elle classe mes choix, même mes envies, elle trie mes spams, elle range mes mails, mais sait-elle faire du café sans faille? Supervisée, non supervisée, qui doit vraiment décider? KMN, SVM, bayésien, je suis perdue, ça tourne en rond. Camins me range dans un cluster bizarre. Je voulais être un génie, je finis dans un placard. Kaya me juge, Dominique rigole, Gontran souffre encore une fois, il déconne. Supervisé, non supervisé, qui doit vraiment décider? KMN, SVM, bayésien, je suis perdue, ça tourne en rond. Bip boop bip, classification en cours, erreur détectée, Gontran manque d'humour. Eh, mais j'ai du mal à suivre, moi. Un jour, peut-être, je comprendrai. Ou je laisserai l'intelligence artificielle tout gérer. Mais d'ici là, faut que je me pose, j'ai un bug, j'ai une overdose. Super